Salut à tous et bienvenue sur Fin de Podcast. Je suis Ben et je serai votre hôte tout le long de cette aventure. Fondateur de Fin, agence cocktail et spiritueux Rhône-Alpine, j'interviens auprès des professionnels pour de la formation, de l'événementiel, du recrutement, de la communication ou encore de la photo, de la vidéo et du montage. Avec Fin de Podcast, je pars à la rencontre de tous les acteurs à connaître de cet univers que je côtoie depuis près de 20 ans. Qu'ils soient bartenders, producteurs de spiritueux, blogueurs, influenceurs, et que cela soit en balade, dans un bureau ou dans un champ de vigne, Fin de Podcast retrace le parcours de ces personnes bien souvent atypiques et créatives. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir notre nouvel invité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fin de Podcast. Aujourd'hui, c'est direction Aix-les-Bains pour y retrouver Johanny Falvo dans son magasin de CBD. Alors vous me direz, qu'est-ce que le CBD a à voir avec le cocktail et les spiritueux ? Vous le découvrirez rapidement. Johanny est un bartender tout-terrain qui fourmille d'idées toutes plus folles les unes que les autres. Entre ses 80 finales de concours, son parcours de bartender, son parcours d'entrepreneur ou encore sa passion pour les îles, vous allez vite découvrir que Johanny ne cesse d'étonner. Et c'est ce qu'on aime chez lui. Je cesse tout de suite le suspense. Fin de Podcast, c'est parti. Salut Johanny, comment vas-tu ? Salut Ben, super et toi ? Ça va, merci d'avoir accepté mon invitation pour être présent dans Fin de Podcast. Et avant de commencer ton interview, on est où ? Alors là, on est dans ma vie parallèle de barman, dans ma boutique de CBD à Aix-les-Bains. Donc le chanvre bien-être où on le préconise pour des boissons, pour de l'alimentaire. Donc ça rejoint quand même cet univers du bar et des boissons. Et toujours dans ce côté de faire plaisir aux gens. Ok, top. Donc, pour t'expliquer un petit peu, je sais pas si tu as déjà écouté Fin de Podcast, mais dans cette interview, on va parler de toi, de ton passé, ton présent, ton futur. On va passer par tes doutes, tes réussites, tes anecdotes personnelles. Et quand je prépare une interview, je fais toujours une petite recherche sur Google pour trouver un peu des infos sur mes invités. Et quand je cherche Johanny Falvo sur Google, bah forcément, j'ai pas trouvé d'homonyme. Donc c'est pas très très drôle, mais j'ai trouvé plein de trucs sur toi, entre cocktail, café, chartreuse, articles dans des langues étrangères diverses et variées. T'as un parcours super chargé. Et pour commencer, tu viens d'où ? Je suis originaire de Thonon. Après, j'ai passé toute ma scolarité sur Annecy. J'ai fait un BEP-CAP au lycée hôtelier de Thonon, une mention bar à Bonneville. Et après, je suis parti faire des saisons, 3 ans en Corse, un peu à la montagne, entre Courchevel, Méribel, Val d'Isère, les Arcs. Une petite expérience d'une année aussi sur Londres et puis dans le Leicestershire. Et puis après, je suis revenu un peu dans le coin, sur Annecy, avec la famille, parce que j'ai eu des enfants entre-temps. Et puis, reprendre un peu des postes par là. Et en 2010, je me suis mis à mon compte dans l'événementiel. En 2013, j'ai pris mon bar. Et puis voilà. Puis depuis, ça arrête pas. Ok. Alors, on va retracer tout ça un peu tous les deux. On va commencer par les études. Et les études un peu enfant. À l'école, t'étais plutôt à l'aise à l'école ou pas du tout ? Oui et non. Disons que j'avais, comme on disait à l'époque, a des facilités, mais ne les exploite pas. Disons que je pense comme beaucoup, l'école m'ennuyait. Et puis moi, j'ai un côté très créatif, donc j'avais besoin de quelque chose de terrain. Et c'est vrai que je m'y suis très vite retrouvé dans l'hôtellerie-restauration. Après, sur les matières générales, voilà, j'étais quand même relativement bon, que ça soit en langue, en maths. En français, enfin en tout, quoi, je me débrouillais plutôt pas mal, mais j'étais pas intéressé par ça. J'avais besoin de quelque chose qui me motive, qui me stimule. Donc, je pense que c'est bien de venir valoriser tous ces métiers techniques, ces métiers manuels, ces métiers qui donnent envie aux jeunes de travailler plutôt que de rester assis sur une chaise. Enfin voilà, quand on est dans une société où maintenant on a besoin de motiver cette génération, comme moi j'avais besoin de l'être à l'époque. Et du coup, enfant, tu te doutais déjà que tu allais travailler un peu dans l'univers de la restauration et du bar ou de la boisson, ou c'est venu comment cet attrait pour la restauration et se dire ok, très bien, je vais dans cet univers. Alors pour la petite histoire, déjà, ça qui est drôle, c'est que mon doudou, quand j'étais enfant, c'était un bouchon de bouteille de whisky. Alors je sais pas si tu vois, c'est des bouteilles de whisky avec la fourrure dessus. Ouais. Et donc c'était une boule avec la fourrure dessous, et c'était ça mon doudou.
Donc finalement, c'était peut-être déjà un signe. Et comment tu t'es retrouvé à avoir ça comme doudou? C'est ça qui m'intrigue. Écoute, ça devait être une bouteille qui traînait, qui faisait plus office de bouteille de décoration. Puis je sais pas, j'ai dû accrocher avec ça, et puis j'emportais ma boule de bouchon de whisky partout, quoi. C'était mon doudou. Et je dis ça parce que je l'ai retrouvée il y a pas longtemps, là, en rangeant le garage. Donc elle est toujours vivante, bien dépoilue, mais elle est toujours là. Ça, j'avoue que c'est assez cocasse. Et du coup, comment se développe le parcours par la suite? Tu donc plutôt à l'aise à l'école, pas de problème particulier, attrait à l'univers de la restauration. Tu te retrouves du coup en école hôtelière? Non, je me retrouve à faire du dépannage en extra. J'avais 15 ans. Dans un restaurant à Thonon, chez des amis de la famille, à envoyer des pichets de vin, tirer des bières, faire des pastis. Donc c'était quand même une expérience plutôt enrichissante et sympa, quoi. C'était quelque chose de vivant. Et vu que je m'ennuyais royalement à l'école, j'étais parti à la base pour faire une formation sur la chimie, sur le traitement des eaux, parce que j'ai toujours été un peu bon sur les parties scientifiques. Et puis finalement, cette expérience m'a beaucoup plu, donc je me suis pointé le jour de la rentrée au lycée hôtelier, et puis hop, ça a commencé comme ça, quoi. Ok, donc t'as fait quoi du coup? Service, cuisine? Non, c'était la première année, on fait les deux. C'est vrai que j'aimais beaucoup la cuisine, cette partie création, sauf que j'aimais beaucoup aussi le service et le contact avec les gens. Donc le bar était comme une évidence, quoi. Puis j'aimais ce côté de la fête, ce milieu de la nuit. Voilà, le bar me semblait tout destiné pour moi. Donc t'as fait le mention complémentaire barman. Et après j'ai suivi par la mention complémentaire barman, ouais. Tu l'as fait où, à Thonon? Non, il y avait pas à l'époque, c'était à Bonneville. Ok. Donc c'était un FCIL, c'est une formation complémentaire d'initiative locale, et on a pu passer la vraie mention bar avec l'Académie des Alpes-Maritimes. Donc les inspecteurs étaient venus du lycée Paul Augier de Nice pour nous faire passer l'examen, que j'avais obtenu avec brio d'ailleurs. Formidable. Quel homme. Du coup derrière, mention complémentaire barman. Tu vas travailler où? Tu bouges tout de suite ou tu restes dans le coin? Je pars tout de suite. Je me rappellerai toujours, c'était encore l'époque où on avait des chasseurs de tête. Comme ça, parce qu'on n'avait pas Internet comme maintenant, donc on était sur les annonces de paru vendues. Et puis c'était un cabinet de recrutement sur Lyon, où voilà, je postule, j'appelle, qui me rappelle 2 jours après. Après toujours, c'était sur la plage des Marquisas, j'avais même pas 19 ans. Oui, j'ai une chance extraordinaire pour vous. Vous allez partir en Corse. Faut prendre l'avion là tout de suite maintenant. Et c'était un peu comme ça. Bon, je l'ai pas pris tout de suite maintenant, mais 2 jours après, j'étais en Corse. Et puis au final, j'y suis resté 3 ans. Donc 3 ans, donc du coup, c'était pas de la saison. Enfin si, j'ai fait les saisons, puis je rentrais pendant 5-6 mois sur la période hivernale, parce que là-bas, c'était vraiment calme. Donc quand je dis 3 ans, ça n'a pas été 3 ans non-stop, mais ça fait 3 étés à Île-Rousse. Ok, et du coup là-bas t'avais poste juste barman, chef barman, t'as pu développer tes compétences. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce genre d'expérience? C'était l'organisation, l'exigence. C'est vrai que c'était pas du bar comme je peux le pratiquer aujourd'hui sur la partie cocktail. C'était vraiment sur du bar de plage, de la restauration. On avait une clientèle quand même très huppée et pas mal de personnalités. Donc c'est vrai que quand on est un jeune, ça met des étoiles dans les yeux, ça fait rêver. Puis parfois un peu moins, parce que toutes les personnalités ne sont pas non plus sympathiques, hein. Il y en a qui sont un peu exécrables, mais ça donne une sacrée expérience, et puis surtout une expérience humaine, parce que la Corse, c'est une île qui est magnifique, mais surtout des personnes qui le sont tout autant, et du coup j'ai été très bien accueilli de par mes origines calabraises. C'était drôle parce que la première fois où je suis arrivé, ils sont venus à l'aéroport me chercher avec un cousin qui s'appelait Falvo comme moi, que je n'avais jamais vu de ma vie. Et finalement, j'ai été pris un peu dans cette famille qui est la Corse, et avec mes patrons, et avec qui je suis toujours en contact, et que j'ai régulièrement en contact. Donc ouais, c'était plus qu'une expérience professionnelle, c'était une vraie expérience de vie. Ok, et derrière, donc tu arrêtes, tu fais 3 ans en Corse, et derrière tu fais quoi? Derrière, je suis parti à Londres, donc dans le groupe Fistel, Canizara House à Wimbledon, pour perfectionner mon anglais. Okay. Parce que du French Glish avec un accent accouché par terre, dans les métiers de service, ça devenait important pour moi de développer la langue. Puis finalement, c'est venu assez vite. Après, j'avais du mal à faire ma place dans le milieu du bar, parce que justement je parlais pas assez bien anglais, puis c'était la grande époque du Roadhouse, du Flair, des choses comme ça. Donc j'avais plein d'envie, mais les places étaient quand même restreintes, et finalement, à part l'anglais, j'ai pas pu vraiment développer le monde du bar comme j'aurais souhaité le faire à l'époque, mais
Voilà, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, voilà, le meilleur pour moi en Angleterre, et après je suis revenu dans le coin, quoi. Ok, t'es resté combien de temps en Angleterre du coup? J'ai fait 9 mois. Ah oui, donc ouais, une petite expérience, Ouais, une petite histoire de année, revenir bien bilingue. c'est ça. Bon, pas vraiment bilingue, mais histoire de savoir parler, de plus baragouiner, de plus bidouiller, quoi. Ok. Et donc du coup, tu reviens dans le coin en Haute-Savoie ou dans le coin en France de manière générale? Dans le coin en Haute-Savoie, ouais. Ça fait quoi, 2006-2007? Ouais, après j'étais aussi, j'ai refait une saison quand même l'année d'après. J'étais parti dans un camping, changer d'ambiance, changer d'expérience entre le palace, mais finalement c'était bien plus fun. Et puis c'est là que j'ai commencé à vraiment faire du cocktail sur un camping à la dune du Pilat, juste à côté de celui très connu pour le film. Ah oui, le camping des Flots Bleus. Et bah c'est ça, moi c'était le camping La Forêt, qui à l'époque appartenait à Bernard Laporte d'ailleurs. Ok. Et puis une super expérience finalement. Je me suis plus éclaté dans ce type de poste que dans les palaces où les choses étaient très fermées, où finalement on avait très peu de marge de manœuvre. Là, j'étais pas vraiment le responsable de bar, mais j'étais quand même plein de responsabilités sur la partie cocktail. Et puis vu que les cocktails ont vraiment bien pris, qu'on envoyait des choses, enfin on avait une clientèle qui était très demandeuse. Donc là, je commençais vraiment à mettre mon savoir-faire, commencer à faire des prémix, commencer à faire des choses pour pouvoir bien envoyer. Là, je me suis éclaté sur du cocktail. Et derrière, donc du coup, tu refais cette saison, tu reviens sur Annecy, tu travailles où du coup quand tu reviens sur Annecy? Je reviens, j'attaque. J'ai fait une saison à l'eau, à Douin, qui était le groupe du Pop Plage et compagnie, où il y avait déjà une belle cabane à cocktail, enfin un beau monde, un bel univers autour des boissons. Donc c'est vrai que c'était quand même agréable de pouvoir travailler dans des conditions pareilles, parce que c'est des choses à l'époque qu'on voyait pas beaucoup, d'avoir une station de travail, d'utiliser des jus frais, enfin d'avoir une vraie démarche de bar à l'anglo-saxonne, comme il se doit. Donc c'était plutôt sympa comme expérience. Après derrière j'ai enchaîné au Ball, au Chardon d'Écosse, au Grand Café. Je fais un peu la tournée d'Annecy, quoi. Ouais, t'as fait la tournée de tous les bars d'Annecy où on pouvait un peu faire des cocktails. D'ailleurs, je pense que c'est à peu près à cette époque-là où je te vois la première fois faire des cocktails. Et je me souviens, c'était dans justement un concours de barman, ça devait être il y a 13-14 ans. Un concours de barman au Pop Plage, donc une des grosses discothèques d'Annecy. Et t'étais arrivé en mode savant fou avec de la glace carbonique, il y avait de la fumée de partout. Et ça, je m'étais dit à l'époque, moi j'étais encore jeune barman à travailler en boîte de nuit à servir des whisky coca, et je m'étais dit putain c'est tout un univers et c'est absolument génial. Je sais pas si tu te souviens de ce concours. Ah bah si, je m'en souviens, puis les spots doivent s'en souvenir encore. J'ai explosé la bouteille de champagne, j'avais arrosé tout le monde, j'avais arrosé les spots. C'est une grande époque. C'était une autre époque, en effet. T'as toujours eu cet esprit un peu de compétition, à vouloir participer à des compétitions. Ouais, quand on recherche sur Google, et pour moi te connaître personnellement, je sais que t'aimes beaucoup faire des concours, mais ça a toujours été comme ça? Ben, en fait, la compétition au début, c'était plus pour aller voir un peu ce qui se faisait et puis se remettre en question sur son travail. Et en fait, ça devient très addictif. On se retrouve et puis finalement, on rencontre du monde. Ça crée beaucoup d'expériences parce que tous ces concours, ben, faut se dire qu'il y a quand même des finalités, des finales monde, des finales France. Là, on est invité, tout est pris en charge. On rencontre du monde, on se fait du réseau, on découvre des produits. Enfin, c'est une expérience professionnelle et humaine incroyable, ces concours. Donc, dès qu'on met un pied dedans, ça devient quelque chose où maintenant, bah, je suis obligé de lever le pied parce que la vie professionnelle fait qu'on peut pas être sur tous les fronts. Mais à l'époque, j'en faisais un maximum. Puis bon, moi je venais de me séparer, donc j'ai besoin de me changer les idées aussi. Oui, forcément. Donc c'était voilà, la vie a fait que ça s'est goupillé comme ça. Et puis c'est très formateur, hein, comme je le dis aux jeunes. C'est pas forcément facile au début d'avoir la prestance, d'avoir le discours. Mais tous ces concours, ça m'a permis maintenant, quand je donne des formations en France ou à l'international, d'avoir cette aisance, d'avoir cette fluidité dans le discours, d'avoir ce sens du partage. Parce que c'est sûr que les premières fois, quand on passe derrière le comptoir, on doit expliquer sa recette, un peu comme quand je vois les jeunes, quand je vais les juger maintenant sur des concours. Et ben c'est l'expérience qui forme. Hein. Et les concours, sont très formateurs pour ça. C'est sûr que la prise de parole en public, ce n'est pas forcément l'exercice le plus facile en soi. Et je pense que les concours, ça aide. Mais revenons un peu du coup sur ton expérience à Annecy. Tu fais un peu la tournée des Grands-Ducs en termes de travail dans les établissements. Derrière, donc, si je me souviens bien, tu ouvres le Tilikipi. Tout à fait. Tu l'as ouvert en quelle année, le Tilikipi? Alors d'abord, je l'ai pris en location-gérance. C'était le commerçant café que j'ai gardé 3 ans.
de 2013 à 2016, et je l'ai racheté donc en 2016, où là j'ai monté le Tili Kipi, j'ai pu faire les travaux et puis faire un bar tiki à mon image, quoi. Essayer d'envoyer des prestations de qualité, mais tout en restant simple, ma chemise à fleurs, à la bonne franquette, puis que les gens se sentent comme à la maison, c'est un peu le but. Donc du coup, ça fait 7 ans, 8 ans presque que tu as cet établissement. Comment ça se passe? Quelles sont les galères? Quelles sont les joies d'avoir son établissement Ah bah comme on dit, c'était un rêve d'avoir son établissement, hein, de pouvoir m'exprimer, de pas avoir de patron qui me bride sur l'achat de mes produits, sur voilà, un moment, si on veut s'exprimer, ça me paraissait être une étape indispensable. Puis bon, le bar à cocktail était en plein essor, c'était encore les débuts. Maintenant, si on trouve de très bons bars à cocktail dans la plupart des villes de France, à l'époque c'était pas le cas. Donc c'était déjà un rêve, mais le travail de barman et de faire des cocktails, c'est pas le même que celui d'être entrepreneur. Donc il y a toute cette partie administrative qu'il a fallu gérer, où on se rend pas compte, mais ça prend énormément de temps. Derrière, on a aussi quand même un gros ras-le-bol des riverains sur le bruit, sur plein de choses, hein. Bon, moi j'avais le problème du bruit, mon voisin qui était une pizzeria avait le problème des odeurs. J'aurais toujours ce souvenir d'une réunion de copropriété où il y en a un qui allait dire qu'il s'était fait hospitaliser parce que à cause des odeurs de pizza. blague. Ah, bon, il n'avait pas de certificat médical malheureusement pour lui, donc sa requête n'a pas pu être prise en compte, mais on se rend compte que voilà, moi j'ai toujours montré patte blanche, j'ai toujours été à l'écoute du voisinage, je leur ai toujours montré que j'étais pas là pour leur casser les pieds, que je ferais toujours mon maximum pour éviter tout problème, ou s'il y avait du désagrément. Enfin voilà, je baisse, j'avais donné mon numéro, mais il y en a pour qui c'était plus facile d'appeler la police que de m'envoyer un message à moi. Bon, peut-être qu'ils se trompaient de numéro, je ne sais pas. C'était juste en dessous du numéro de la police. Ça doit être ça. Mais oui, en effet, être entrepreneur n'est pas tous les jours drôle, mais ça reste une belle aventure quand même, enfin, je pense. Ah, c'est une super aventure, mais on se rend compte finalement, ça implique énormément de choses. Faire des super cocktails, c'est bien, mais maintenant les gens ont besoin d'une expérience de vivre tout sur place. Moi, ils venaient pour l'apéro, ils venaient pour le Dijon. Mais finalement, faut pouvoir manger, faut pouvoir s'amuser, faut pouvoir, à l'image un peu des établissements comme le Ball, où j'avais été responsable de bar pendant une époque, où on peut venir, on va s'amuser, on va faire nos jeux, on va aller manger, on va danser. Et là, on passe un vrai bon moment, au-delà de juste boire une boisson, quoi. En effet, aujourd'hui, je pense qu'il y a une espèce de renouveau, mais on y viendra après, sur le fait que les gens veulent vivre une expérience globale sur la totalité de leur soirée. Mais à côté du liquide 1, 2, 3, à côté du Tili Kipi, tu faisais plein de choses. Enfin, tu fais toujours plein de choses d'ailleurs, parce que tu t'es formé sur le café, tu as été ambassadeur pour différentes marques. Parle-nous un peu aussi de ces expériences. Après, c'est la suite logique aussi du métier, c'est le partage et la transmission. Donc du coup, j'ai fait pas mal de consulting, des audits sur des produits, donc ça permet de découvrir et toujours rester dans un esprit de bienveillance et de découverte. Et puis d'aller sur des produits de qualité. Donc derrière, je travaillais pour une grande marque de sirop de vermouth qui m'a fait faire des formations quand même à l'international, donc ça donnait une expérience assez riche. Je me suis ensuite formé sur le café, parce que c'est aussi l'avenir, hein, le monde du café. Finalement, on se rend compte en France que il y a beaucoup de choses à faire et que c'est surtout un produit très consommé et que les gens adorent, sauf qu'il est encore méconnu, que ce soit au niveau des modes d'extraction, que ce soit au niveau des origines, que ce soit, enfin, il y a tellement de paramètres à prendre en compte pour comprendre le café et savoir ce qu'on aime, savoir comment le boire, qu'il y a un très bel avenir et qu'on en est encore un peu aux prémices en France. Alors que sur la partie alcool, il y a quand même beaucoup plus de restrictions maintenant, même avec toutes ces tendances de boire moins, de boire mieux, les lots apéritifs, de boire des alcools plus légers. Enfin, il y a plein de critères à prendre en compte et finalement, je m'y retrouve un peu plus maintenant dans le monde du café. Alors même si j'aime toujours les cocktails et le monde des spiritueux, mais ça m'a permis, de reprendre aussi, de se dire on reprend tout, on reboot, on se remet à zéro. Et on recommence, parce que pendant des années, quand on apprend à faire une grosse mousse bien dense pour faire des cappuccinos de l'espace avec du cacao, puis que 10 ans après, on apprend qu'en fait tout ce qu'on fait c'est faux. Faut savoir aussi se remettre en question, puis ça fait partie du métier. C'est une éternelle remise en question, c'est une éternelle amélioration, parce qu'on apprend tous les jours, que ce soit sur les produits, mais aussi avec les gens qu'on rencontre, parce que c'est ça avant tout, c'est une expérience humaine, hein, c'est des métiers où l'humain est au centre de notre intérêt.
les produits, être un super barman, être un super barista, c'est une chose, mais avoir toute cette connaissance et toute cette technique, si c'est pas pour la partager, quel est l'intérêt? Ouais, donc c'est ce qui t'a encouragé à devenir, à faire d'autres activités comme responsable d'une mention complémentaire barman pendant une période, ambassadeur pour des vermouths et des sirops pour une autre. T'as même beaucoup voyagé. Je crois que t'es pas mal allé en Chine d'ailleurs. Une fois en Chine, ça c'était pour les championnats du monde. J'ai fait la Chine, oui, j'ai donné pas mal de formations. Moi, mon coup de cœur, c'était l'Inde. Parce qu'on est vraiment sur, comme je dis, moi, c'est l'humain. Et d'avoir des personnes entières, authentiques, alors ça fait parfois peut-être un peu, un peu rustre. Ils sont, ils ont l'impression d'être dans la France des années 90. Mais j'aime cette authenticité, cette simplicité. Donc et puis ça nous remet aussi les idées en place, de faire des pays comme l'Inde, comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, où on voit quand même qu'il y a une sacrée misère, et puis quand on revient ici, on arrête un peu de se plaindre. Oui, forcément, on se rend compte qu'on a quand même de la chance d'être là où on est. Rien à voir, mais t'es pas forcément connu pour ta langue de bois. D'ailleurs, heureusement que tu fais pas de politique, je pense que sinon ça marcherait pas bien pour toi. Est-ce que tu penses que ça t'a un peu desservi dans ta carrière? Oui et non. Il y a des fois, faut savoir dire les choses, et des fois, c'est sûr qu'il y a des prises de position qui sont pas toujours les plus judicieuses, mais bon, on sait que quand on est quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de passionné et quelqu'un qui essaye de transmettre, il y a toujours des grosses sociétés, des grosses marques, des personnes qui vont être malveillantes, mal intentionnées, qui vont penser qu'à faire du business. Et quand on n'est pas dans cet état d'esprit-là, forcément, il y a des clashs. Donc même si ça m'a pas toujours servi, dans tous les cas, je suis toujours resté fidèle à moi-même, et ça restera ça la grande fierté. Puis bon, je m'en sors pas si mal. Donc finalement, on m'aime aussi pour ça, pour ma grande gueule. Et c'est pas faux, mais tu t'en sors même très bien. D'ailleurs, si tu changerais quelque chose dans ton parcours passé, ou non, tu es content de tout ce que t'as fait, et il y a toujours des petites choses qu'on aurait pu améliorer, mais au final, est-ce que c'est pas grâce à toutes les petites erreurs de la vie qu'on en arrive où on en est aujourd'hui? Donc je suis quand même content d'où j'en suis aujourd'hui, de tout le chemin qui a été parcouru, et finalement, comme on dit, peu importe le chemin, l'important c'est l'arrivée. Je pense que les erreurs font partie intégrante de la vie, de l'expérience, et que c'est ça aussi qui fait ce parcours. Donc finalement, non, je changerai rien. Et dans ton parcours passé, qu'est-ce qui te rend le plus fier? C'est quoi? C'est ton expérience d'entrepreneur, de barman, un concours que t'as gagné, ou la globalité de ton parcours peut-être? C'est plus les rencontres. Les rencontres, avec toutes ces personnes, toutes ces mentalités, cet univers de la gastronomie. J'aurais fait un métier de bureaucrate, j'aurais fait même mon truc en chimie, en traitement. J'aurais jamais eu une vie aussi riche. Parce que c'est ça, le milieu de la restauration. On est vraiment sur un milieu de partage, de richesse, de rencontres. Et c'est ça, je pense, la plus grande expérience de vie et la plus grande expérience professionnelle. Et pour ça, je regretterai jamais mes choix de vie et mes choix de parcours. Vous savez, quand on rentre au lycée hôtelier, même là, j'étais encore juge hier pour le concours Châteldon à Thonon, et on dit il y a 10% des élèves qui seront encore dans la restauration dans 10 ans. Oui. Moi, je le vois sur ma mention bar, on était 8, je suis le seul qui continue à faire du bar. Bon, il y en a quelques-uns qui sont encore en restauration, mais voilà, avec la vie de famille, avec toutes les contraintes du quotidien, le métier du bar, c'est quand même quelque chose qui est usant à la longue. Donc, quand on arrive à 40 ans, pour s'accrocher, il faut trouver d'autres sources d'intérêt. Et justement, c'est dans le partage, dans la transmission et dans l'échange avec les gens que finalement je m'y retrouve aujourd'hui. Ok, d'ailleurs, si tu avais un conseil à donner à la jeune génération de barman qui arrive, ce serait lequel? C'est le client avant tout. Maintenant, on commence à voir beaucoup de plus de bartenders stars qui veulent faire du double shake, faire du cocktail, faire du ci, faire du ça. Mais avant tout, notre métier, on a eu un peu tendance à l'oublier. C'est un métier de service. On est là pour faire plaisir aux gens. Quand on voit des barman qui veulent pas faire des spritz ou des mojitos parce que ils font des nucléaires daiquiri, des zombies, des machins. Écoute, un moment, le client il veut un mojito, je lui fais son mojito. Et puis
en lui expliquant pourquoi voilà le Morito c'est pas le même qu'à Cuba, que la variété de menthe c'est la Yerba Buena à Cuba, donc la saveur est dans la tige, que nous c'est pas dans la tige, les tiges sont astringentes, on va mettre de la feuille, que là-bas ils utilisent du sucre de mélasse, qu'ils utilisent de l'eau de zèle, ce qui est un peu salé. Enfin finalement la recette du Morito français n'a rien à voir avec la recette cubaine. Mais une fois tout expliqué, le client mis en confiance, peut-être qu'il aura envie de goûter autre chose et qu'on pourra l'amener sur des choses qui nous semblent plus intéressantes. Mais à un moment on est là pour lui faire plaisir et c'est comme un client qui veut manger un bout de viande rouge en mode semelle, c'est son choix, c'est son droit. Qui on est pour dire non, moi je fais pas des mojitos, je fais pas des sprites parce que c'est de la merde. Eh non, à un moment, le client, il a le droit de passer un bon moment. Comme je dis, le service avant tout. Donc la technique, la connaissance, c'est bien. Faut que ça soit amené avec justesse. On n'est pas là non plus pour étaler sa science parce qu'on a lu les derniers magazines, machin, où on parlait des embouteilleurs indépendants qui ont fait ci, qui ont fait ça. À un moment, faut rester simple, humble et toujours dans cet esprit de partage, de service. Et comme on dit, il faut que la personne, c'était Gary Reagan qui disait, votre client ne se souviendra pas de votre nom, ne se souviendra pas de votre tête, ne se souviendra pas de ce qu'il a consommé. La seule chose dont il se souviendra, c'est le moment qu'il a passé. C'est un moment extraordinaire où s'il s'est ennuyé, si c'était quelque chose de banal ou et donc moi le plus grand conseil c'est faites de chaque instant pour vos clients un moment extraordinaire et inoubliable. Comme quoi l'accueil est hyper important et c'est marrant, t'es le troisième dans le film de podcast qui nous dit ça. Le tout premier c'était Marc Bonneton qui disait qu'en effet le client il se souviendra peut-être pas du prix qu'il a payé son cocktail, il se souviendra peut-être même pas du cocktail qu'il a bu, par contre il se souviendra s'il a été bien reçu et s'il a passé un bon moment. Et le dernier invité c'était Khaled Darwish qui en effet a fait de l'hospitalité le cœur de son métier et qui dit bien que avant tout on est là pour être au service de nos clients. Ah bah c'est ça, puis on est des barman de la même génération, donc on est un peu dans ce même état d'esprit où on a vu toute l'évolution, voilà, surtout Marc qui était un des pionniers du bar à cocktail en France, enfin qui a apporté beaucoup au bar français. C'est très important d'avoir encore des personnes qui partagent cette bonne parole qui me semble être essentielle. Complètement. Et donc, on va passer un petit peu à ton actualité. Aujourd'hui, on est donc dans ta boutique High Society à Aix-les-Bains. Pourquoi t'être lancé dans le CBD ? C'est de la faute à ma femme. C'est pas moi, j'y suis pour rien. C'est pas moi, ouais, non, souvent on rigole, on dit, le CBD, machin, non, c'est plutôt une idée de ma femme à la base. Elle est infirmière psychiatrique en Suisse, et puis il y a déjà des choses qui sont proposées sur du cannabis médicinal. Donc du coup, l'idée nous semblait intéressante, et puis c'est quelque chose, voilà, on essaye de le démocratiser, de sortir de cette image de cannabis psychotrope, stupéfiant. On est vraiment sur un produit de bien-être, sur un produit de détente, et c'est vrai que moi ça me fait plaisir quand je vois mes clients qui reviennent, des personnes âgées ou moins âgées, qui vont avoir des douleurs, qui vont avoir des choses que les traitements médicamenteux, les traitements sont lourds, ils commencent à être plus ou moins accoutumés, et de trouver des solutions naturelles. C'est pour ça aussi qu'on est parti vers High Society, c'est pour toute cette traçabilité, le côté nature des produits, de savoir ce qu'on vend, parce que c'est pareil, on est sur un marché en plein essor, mais tout n'est pas clean, il y a encore des choses obscures. Donc on a voulu vraiment partir sur la qualité et dans un produit qui est en pleine émergence. Après, on sait bien que le gouvernement français, ils aiment pas les fleurs de CBD, les méchantes fleurs, alors que on commence à avoir quand même pas mal de recul sur les pays qui plus ou moins légalisent ou autorisent, que ce soit l'Allemagne, le Luxembourg, l'Espagne. Et puis finalement, ça se passe plutôt bien pour tout le monde. Donc pourquoi en France ça se passerait mal ? Exactement. Et puis il y a quand même des choses qui sont faites de manière totalement arbitraire. On a eu un arrêté au mois de janvier, on n'avait plus le droit de vendre de fleurs et de feuilles, qui bizarrement sont taxés à 5,5 de TVA, tout ce qui est produit brut. Et après tout ce qui est produit transformé, les extractions, les élixirs, où finalement là on parle plus vraiment de fleurs, de ce cannabis sous sa forme brute. On parle vraiment d'élixir, on est vraiment sur la molécule de CBD, sur ses bienfaits et le bien-être qu'elle peut apporter, que ce soit en cosmétique, en gouttes à mettre en sublingual pour des effets immédiats. Et tout ça donc qui est taxé à 20%, bizarrement, c'est encore autorisé. Donc à un moment, ce serait bien d'avoir un discours qui soit cohérent, quoi. Et donc ils nous avaient répondu une étude qui disait que le CBD était nocif pour la santé, alors que l'OMS a bien stipulé qu'il n'y avait pas de risque pour la santé, qu'il n'y avait pas de contre-indication, pas de risque d'accoutumance ni de surdosage. Donc à un moment, c'était notre ministre de la santé et Monsieur Darmanin apparemment s'y connaissent mieux que l'OMS. Ils sont même allés, M. Darmanin est d'ailleurs allé sur France Inter pour dire qu'il ne comprenait pas la décision du Conseil constitutionnel de suspendre cet arrêté de la vilaine drogue. Donc M. Darmanin n'a encore pas compris que c'était pas de la drogue. Donc les a priori sont encore tenaces. Après, on fait ce qu'on peut pour se battre.
et puis pour pouvoir permettre surtout, comme je dis, d'apporter du bien-être aux gens. Le but c'est ça. C'est pas de vouloir vendre des produits litigieux où on cherche vraiment à apporter des solutions à des personnes qui se sentent un peu délaissées par la médecine traditionnelle ou qui ne trouvent plus leur compte et qui veulent aller sur des médecines douces. On voit que toutes les médecines asiatiques, que ce soit l'acupuncture, même des fleurs de Bach, l'homéopathie, enfin, on essaye quand même d'aller vers des traitements de plus en plus naturels et d'éviter les traitements lourds. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Donc le CBD, voilà, ça s'est goupillé comme ça au final. Et puis moi, ça rejoint aussi bien ma partie sur la restauration, parce qu'au-delà du cocktail et du bar, je pâtisse un peu, je cuisine pas trop mal. Donc il y avait tout un univers à reprendre dans ce côté aussi bien-être, sur la molécule de CBD et sur la partie restauration, nourriture, boisson. Donc les deux étaient finalement un bon complément. Il y avait quelque chose à faire et à lier. En effet, c'est vrai que la CBD aujourd'hui, le CBD ou la CBD d'ailleurs. Le CBD. Le CBD aujourd'hui. Le cannabidiol. C'est pas quelque chose qui me parle moi parce que j'en ai pas utilité, mais je sais que je connais pas mal de gens qui en utilisent pour des insomnies par exemple, etc. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus dans l'univers du cocktail. Il y a souvent sur une carte un cocktail au CBD qui traîne parce que voilà, c'est une vraie tendance et etc. Mais tu fais un très bon ambassadeur du CBD. Et d'ailleurs, en parlant d'ambassadeur, tu es aussi ambassadeur pour l'association des barman de France sur Rhône-Alpes. C'est quoi ton rôle exactement dans l'ABF ? L'ABF, moi, c'est une grande histoire d'amour parce que quand j'ai commencé, que je faisais ma mention bar, j'étais parti donc me former auprès de Jean-Louis Gonnet, qui était le président de l'association des barman Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, il n'y a pas l'Auvergne encore, on était surtout sur le Rhône-Alpes. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un lien très proche avec cette association et puis comme je dis, de fédérer. Donc c'est vrai qu'en France, il n'y avait pas grand-chose à part eux qui permettait ça, permettait de faire des rencontres, de partager. Donc c'était tout naturel que quand la relève passe, quand on m'a proposé de venir m'investir dans l'association sous notre président René Delvincourt, que je les rejoigne et puis que je donne le meilleur de moi-même. Alors après, ça va surtout être de l'accompagnement. On va promouvoir la bonne parole quand je vais sur des événements, à titre perso ou pour titre de l'association. En fait, c'est un rôle d'ambassadeur qui se fait naturellement, en fait. On est là pour promouvoir la bonne parole. C'est quelque chose que je faisais déjà avant même d'être ambassadeur. En fait, on essaye de partager le monde du bar. Donc là, on le fait de manière nationale et puis on essaye de fédérer. Donc on a un beau bureau, on a des belles équipes dans chaque région. Et maintenant, le plus dur, en fait, c'est de motiver les gens. C'est toujours pareil, parce que quand on se rend compte, tout le monde veut être un super barman, aller derrière le comptoir, lancer des bouteilles, faire flamber. Mais derrière, ça demande de la rigueur, ça demande de la connaissance. Et ça demande un peu d'investissement personnel. Donc, quand on est dans le mode association, nous, là, on n'a pas de pression. On fait ça vraiment avec amour, avec partage. On est de toute façon sur du bénévolat, sur des choses. Si on ne fait pas par amour, on fait rien. Donc forcément, on reste dans cet état d'esprit. Et puis aussi d'amener les jeunes plus haut et plus vite. Parce que le monde du bar a bien évolué. Moi, je suis sorti de l'école il y a 20 ans. En 20 ans, c'est devenu dingue. Et on avait, moi, à mon époque, beaucoup de mal à accéder aux informations. On n'avait pas Internet comme maintenant. Et maintenant, il y a tellement d'informations que on s'y perd un peu. Entre le bon, le moins bon, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. C'est sûr qu'aujourd'hui, pour faire une recette de produits maison ou même trouver une recette de cocktail, cherche la recette du Mai Tai sur Google, tu vas avoir 50 recettes différentes sur 50 sites différents. Donc c'est vrai que trouver aujourd'hui les bonnes informations, même quand on veut se former seul, c'est pas facile. C'est ça. Puis après, c'est l'accompagnement. Donc de se dire qu'il y a encore des gens qui sont motivés et que ces gens, faut être en mesure de les accompagner. Jeunes ou moins jeunes, on en a quelques-uns aussi qui se reconvertissent à un certain âge et puis qui trouvent quelque chose en fait dans le bar. C'est un métier qui est tellement complet parce qu'on va travailler des textures, on va travailler comme un pâtissier, donc on va s'inspirer un peu d'eux, on va travailler du vin un peu comme un sommelier, on va voir toute cette partie du service comme un maître d'hôtel. C'est vraiment un métier qui est sous toutes ses formes, un métier d'excellence et un métier qu'on peut valoriser. Alors moi j'aime bien dire, faut rendre aussi ses lettres de noblesse au monde du bar parce qu'on est très chauvin en France, que ça soit sur la gastronomie, la cuisine, la pâtisserie, l'œnologie, sont des disciplines qui sont très ancrées dans la culture française et même à l'international.
La France, voilà, reste un des pionniers dans ces démarches. Sauf que le bar, c'est une discipline américaine. Alors qu'en France, on a un gros patrimoine, que ça soit de liqueurs, de spiritueux, de savoir-faire. Et voilà, de pas oublier ce qui a été fait à l'origine par la culture américaine, de savoir l'amener, comme certains barman, à l'image de Stéphane Martin, l'ont bien fait, du bar à la française, de vraiment amener ce style, parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque de la Prohibition, quand tous les Américains sont partis dans les années 1920, ils sont venus en France, et là, ça a émergé, ça a explosé en France. Donc, de retrouver aussi ce côté institutionnel que peut avoir le bar français. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre en avant et de valoriser, et puis surtout avec les produits qu'on a. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc en parlant bar, donc tu as ta boutique de CBD Aix-les-Bains, tu es ambassadeur pour l'association Barman de France, tu as le Tilly Kipi. Quelles sont tes activités en dehors, à côté de ça, dans le bar? Parce que tu fais aussi jury de concours, tu participes à des concours. T'en as encore d'autres, des activités, ou ça s'arrête là? Oui, il y en a encore d'autres. Hein. C'est vrai que je m'ennuie pas. Alors, les concours, c'est vrai que j'ai levé un peu le pied sur la partie moi faire des concours. Là, je me concentre sur le meilleur ouvrier de France. Je suis pas passé loin la dernière fois. Bon, je suis allé en finale et puis à la finale, j'ai un peu fauté sur l'oral. J'avais pas préparé mon Porto. On est tombé sur le Porto, mais j'aime pas le Porto. Comme ça, c'est dit. Donc c'est vrai que l'alcool bleu blanc rouge c'est un rêve depuis toujours, donc de toute façon c'est tous les 4 ans, donc j'irai tous les 4 ans jusqu'à un jour finalement l'avoir. Puis c'est surtout pour dans cet esprit de transmission, de bienveillance, enfin c'est des valeurs dans lesquelles je me retrouve complètement. Et puis maintenant voilà, toujours dans ce partage, c'est vrai que je suis de plus en plus juge sur des concours, j'en ai également organisé pour des grandes marques. En même temps, j'ai fait plus de 80 finales en 10 ans, donc j'ai envie de dire que j'ai un peu d'expérience sur ce qui marche pas. 80 finales en 10 ans? Ouais. Ah enfin, depuis de 2009. Donc là, ça va arrêter jusqu'à 2020. J'avais compté, j'étais à 82 finales sur tous les concours. Moi, j'en ai gagné que 6 quand même sur 80. J'ai fait beaucoup de podiums. C'est ce qu'on appelle de la persévérance. Oui, non, mais après c'était voilà, on aime, puis on fait des rencontres et bon, dans tous les cas, on repart gagnant comme on dit sur un concours. Il y a jamais de perdant. On repart tous enrichis, on apprend de nos erreurs et puis le principe des concours, c'est que personne ne vient et fait des trucs dégueulasses. Donc faut toujours être le meilleur, avoir le petit truc en plus. On m'a surnommé un peu le pouli d'or des concours parce que je fais quand même souvent des 2e et des 3e places. Donc on voit que je suis constant, que je suis régulier, mais il y a toujours quelqu'un qui a le petit truc en plus. C'est ça. Exactement. Et du coup, toi qui as fait plein de concours, qui a beaucoup voyagé, qui a travaillé dans plein d'endroits différents et qui a visité plein de distilleries et de bars à travers le monde, qu'est-ce que tu penses de la scène cocktail française? Ah bah la scène cocktail française, elle a explosé ces 10 dernières années. Hein. Maintenant, on se retrouve avec un monde du bar en France qui n'a rien à envier aux meilleurs bars londoniens ou américains. Donc ça, c'est très encourageant. C'est un peu comme ce que je disais au début de l'interview. Moi, il y a 15-20 ans en arrière, il n'y avait pas de bar à cocktail, quoi. Les codes du café étaient très bas. Enfin, tout était loin de ce qu'il est maintenant. À l'inverse, on pouvait aller à Londres dans n'importe quel petit bar de quartier. Et les mecs étaient capables de nous faire un old fashion, un dry martini, un dirty martini, n'importe quoi. On leur demandait, les mecs, ils le faisaient exécuter à la perfection. Comme ici, si on allait demander une entrecôte frite saignante, tout le monde était censé être capable de le faire. Donc maintenant, on retrouve ça. Le truc, bon, comme dans tous les métiers, il y en a qui vont avoir donné une image un peu prétentieuse du bar, ce qui peut-être peut ternir un peu ce savoir-faire et tout ça, comme on disait, les superstars barman qui veulent pas faire des mojitos, mais ça, chacun voit midi à sa porte. Hein. Exactement. Et du coup, personnellement, t'as quand même beaucoup d'activités, beaucoup de voyages, beaucoup d'entrepreneuriat aussi. Comment t'arrives à garder un peu du temps pour toi? Comment tu gères ta vie personnelle à côté? J'ai pris un extra pour s'occuper de ma femme. Hein. Elle va être contente en écoutant l'interview. C'est mon fils, ça va. Il occupe à plein temps. Non, après faut trouver la part des choses. C'est ça aussi, de revenir un peu à l'essentiel, de faire plein de choses, mais à un moment faut pas les se perdre. C'était un peu le cas à une époque où j'en faisais trop, j'étais surmené entre mes voyages, tout ça, et finalement le Covid a eu un impact très bénéfique sur ma vie et sur mes attentes. Parce qu'on se rend pas compte, on est dans un système où on voit les années défiler, on est là tout le temps en train de courir, et est-ce qu'on passe pas aux côtés aussi de choses essentielles à la vie, de voir grandir ses enfants, d'être là au quotidien, de souffler aussi.
de penser à soi. Parce que c'est vrai que quand on aime, on compte pas. Hein. Quand les gens me voyaient travailler tout le temps, à pas dormir beaucoup, on se dit mais je suis un fou quoi. Et en fait, quand on aime, on n'a pas l'impression de se donner, ça se fait naturellement. Donc de se remettre un peu au repos. C'est vrai que les 2 premiers mois, c'était waouh, je peux dormir, je peux me reposer, je peux machin. Et puis au bout de 2 mois, je me faisais chier quoi. Donc, au bout de 2 mois, l'esprit reprend le dessus et tu dis ah tiens si je créais ça, et si je faisais ci, et donc si je on faisais fait ça. des petits lives, on fait des petits trucs. Bah là pareil, je vais lancer une petite série. Ça va être les fabuleuses pépites de Joanie pour Exquis TV avec Jérôme Burdet, où on va partir à la découverte de produits un peu originaux, des produits, des petites nouveautés, des produits riches en histoire. Donc j'essaye de reprendre, voilà, toujours dans ce partage en fait. Aujourd'hui, c'est mon maître mot. C'est de partager en fait toute mon expérience, toutes mes connaissances, tout ce que j'ai acquis pendant toutes ces années. Parce qu'à un moment, le retransmettre aux clients c'est bien, mais c'est pas pour le partager avec d'autres professionnels et puis qu'eux en tirent le maximum et pouvoir voilà les accompagner au mieux. Je pense que c'est la suite logique de mon métier. Donc c'est vrai que la formation devient de plus en plus présente. Avec voilà, donner des formations en CFA, en lycée hôtelier. Voilà, j'étais encore hier, comme je disais, jury pour le concours Châteldon, et d'avoir ces concours en fait qui sont complets parce que beaucoup de concours de bar ne sont axés que sur le cocktail, mais on n'a pas ou très peu de concours qui sont axés vraiment sur le service, sur l'art de la boisson et voilà, d'avoir des vraies propositions. C'est pas juste je viens, je fais mon cocktail, c'est bon, c'est machin, c'est waouh, je me tape le cul par terre. Non, il y a plus que ça. Il y a plus qu'une simple boisson. Il y a tout un état d'esprit. Donc il y a encore du boulot. Mais il y a l'envie qui est là, et puis les jeunes ont envie aussi. C'est comme ça, moi, quand je vois mes jeunes qui réussissent, c'est quand même aussi une réussite pour moi. Oui, c'est aussi une fierté, ouais, en effet. Forcément. Ouais. Bon, avant de parler un peu de ton avenir, on va se faire un petit instant souvenir, et tu vas te remémorer quelques trucs. Le bar où t'as passé la meilleure soirée. Je m'en souviens plus vu l'état dont je devais être. Le bar où j'ai passé la meilleure soirée, je vais te dire c'est mon bar parce que j'en ai passé tellement que voilà. Après, il y a tellement de bars dans lesquels j'ai passé des bonnes soirées, difficile d'en choisir un. Ouais, forcément. C'est compliqué. Ouais. Puis bon, tellement de copains, ouais. Toutes les soirées étaient extraordinaires. C'est beau ce que tu dis. Le meilleur cocktail que t'aies jamais vu, ou un cocktail qui t'a marqué, où tu t'es dit waouh, celui-là, vraiment, il y a une recherche, il y a une créativité, il y a un truc de fou, il y a quelque chose quoi. Moi j'ai un souvenir, comme dit, un cocktail qui m'avait vraiment tapé le cul par terre, comme j'aime bien dire. C'était le Black Sazerac du Forum par Joseph Biolato, qui était une base de Sazerac avec une petite goutte, finalement, qui était l'absinthe était remplacé par de l'anthésite avec une petite goutte de pêche. C'était un truc sec, frais, enfin, ça m'avait fait waouh quoi. Ouais, t'avais mis une belle claque. Le bar où tu as préféré travailler hormis le tien. Pas beaucoup de bars au final. Je vais dire que c'était mon bar à la Siesta à Île-Rousse quand j'étais en Corse, même si on faisait pas beaucoup de cocktails, mais c'était plus pour l'expérience humaine. Parce que comme je te dis, avant d'avoir mon bar, finalement, je n'ai jamais vraiment travaillé dans des bars à cocktails purs, parce que la scène cocktail était encore trop mince en France pour pouvoir permettre d'avoir ce type d'établissement. Donc finalement, la plus belle expérience, c'était l'expérience humaine plus que l'expérience professionnelle. Donc c'est vrai que mon expérience en Corse, c'est là-bas que j'ai fait le plus de temps, c'est pas pour rien. Peut-être bien, en effet. La ville où tu aurais aimé ouvrir un bar. Écoute, c'est peut-être un rêve que je réaliserai. Hein. Peut-être. Il y en a plein en vrai. C'est vrai que les capitales nous font toujours rêver, mais moi j'aime bien plutôt le côté sauvage des îles. Donc il y a toujours ce lien très ancré avec la Corse, mais bon, moi j'aimerais bien ouvrir un petit truc en Polynésie ou en Guadeloupe ou en Martinique. Tu vois, quelque chose qui fasse rêver quoi, avec une belle culture rome. Peut-être plus la Martinique parce que bon, sur Papeete, sur Tahiti, tout ça, on peut pas dire qu'ils aient énormément de diversité sur les produits. Ça va être compliqué d'importer de la chartreuse. En effet. Mais je me vois bien plus tard les pieds dans l'eau. Un petit bar en paillote. Exactement. Ça fait un peu la Brian Flanagan. Mais c'est ça, j'étais allé à
dans le repère à Sainte-Lucie d'Amy Winehouse, là, une petite paillote, casse pas trois pattes à un canard. Mais alors, voilà, c'est tout ce que j'aime, quoi. Un truc qui ressemble à rien. Bon, le service aussi, on peut pas dire que c'était grandiose, mais le lieu, quoi. Le lieu hors du temps, c'est plus ça qui m'intéresse maintenant. Et un souvenir drôle derrière le comptoir. Bah, le téton qui pointe. Le téton qui pointe. Allez, vends-nous ton téton qui pointe. Ah bah ça c'est ma petite recette signature, et puis en fait c'est une base de gingembre avec de la vodka, de la chartreuse verte, une rondelle de citron vert que je caramélise à l'élixir végétal et à la muscade. Et quand on a tendance à manger la rondelle, l'acidité du citron nous fait fermer les yeux. Donc c'est un shooter que j'avais intitulé le Ice Shot pendant des années. Puis un jour une cliente nous a gentiment déballé sa belle poitrine pour nous montrer que ça lui provoquait un gros effet et qu'elle avait le téton qui pointait. Du coup, on a rebaptisé le nom, et en fait, c'est ça le monde du bar, c'est aussi des expériences de vie, des histoires, des anecdotes. Et puis bah du coup maintenant c'est un shooter que je fais un peu partout et qui fait quand même sacrée sensation. Ah oui, c'est sûr que c'est ton shooter signature. Je me souviendrai toujours d'avoir regardé le live des tout premiers Tokissime où donc c'était toi qui avais organisé le concours Chartreuse, et de te voir débarquer avec des tétons qui pointent devant tous les chefs étoilés pour leur servir en plein championnat du pâté croûte. Voilà, en plein championnat du pâté croûte. C'est formidable. Ah, c'était bon ça. Un magnifique souvenir. Et le pire souvenir derrière un comptoir? Oh, il y en a quelques-uns, mais bon, c'est vrai qu'on sait que dans l'alcool éveille pas forcément les neurones, donc des mecs bourrés qui vomissent sur le bar, qui sont un peu pénibles avec les femmes, et puis des patrons malhonnêtes. C'est un peu la bête noire, le côté obscur de notre métier. Mais bon, tout ne peut pas être rose, malheureusement. Non, il n'y existe pas de métier parfait. Et ça fait partie de ces expériences qui forgent aussi. Comme j'aime le dire aussi, même si je sais pas encore exactement tout ce que je veux, tout ce que machin, que la vie n'est faite d'expérience, avec l'expérience, on sait ce qu'on ne veut plus. Exactement. Du coup, on va parler un peu avenir. C'est quoi tes projets pour la suite? Donc, tu nous l'as dit, déjà, t'as un projet, c'est passer les MOF. C'est ça. Donc là, pour juillet 2022, on va avoir la phase de sélection. Donc, faut déjà se sélectionner. Puis après, on aura la phase finale en novembre, normalement. Donc beaucoup de travail de préparation, hein, puis comme je dis, on peut pas tout savoir sur tout. Donc à force de le faire, j'en sais de plus en plus. Mais c'est pas évident parce que c'est tous les 4 ans, donc c'est vrai qu'en n'étant pas passé loin la dernière fois, j'avais envie de rebondir, quoi, hein, de retourner tout de suite. Puis entre-temps, 4 ans se sont écoulés, on a eu cette pandémie qui nous a quand même bien mis dedans moralement, professionnellement, et voilà, même si bon, j'ai quand même gardé l'énergie et que ça va bien dans l'ensemble, mais voilà, donc faut s'accrocher. Donc c'est vrai que c'est le projet, c'est la récompense d'une vie. C'est plus ça, et surtout c'est cet état d'esprit, moi, que j'ai envie de mettre en avant et de valoriser. Voilà, la charte des MOF, elle est juste quelque chose qui pour moi est vraiment l'identité de nos métiers, pas seulement du bar, hein, des métiers de bouche de manière générale, dans ce partage, dans la bienveillance et voilà, dans la satisfaction client. Ok, top. Et pour tes affaires, du coup, donc là, on est à High Society. Est-ce que tu vas développer un petit peu plus ça? Je sais pas. Et pour le Tilikipi, qu'est-ce qui va en être? Parle-nous un peu aussi de tout ça. Le Tilikipi, là, je suis en train de le changer. Je fais des travaux pour l'axer sur la partie café, faire un coffee shop, un peu de bubble tea, une partie viennoiserie. Mais voilà, où le bar finalement n'aurait plus besoin de moi pour tourner. Pareil pour la boutique de CBD. Le but à terme, c'est de mettre quelqu'un dedans et puis que moi, je ne sois là qu'en appoint ou pour faire de l'accompagnement. Vu que je fais déjà pas mal de choses. Je suis déjà pas mal occupé. Le problème, je pense, comme pour tout le monde, le personnel en ce moment, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc on fait au mieux, puis voilà, on avance pion par pion. L'idée, c'est pas de se mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête, à prendre des risques inconsidérés. Parce qu'à un moment, le petit Likipi, ça fait 50 mètres carrés, donc ça tournait bien les week-ends. Ça me permettait, moi, la semaine, d'aller faire autre chose. J'ouvrais que les jeudis, vendredis, samedis. Enfin, j'avais trouvé un bon équilibre comme ça. Maintenant, voilà, ça fonctionne plus. Puis moi, je suis fatigué de tout ça. Mais j'avais à un moment le projet de prendre quelque chose de plus grand. Pour pouvoir proposer une offre de restauration digne de ce nom, de vraiment développer l'affaire. Mais après, voilà, on est sur Annecy, donc déjà des demandes de droit au bail où les mecs, c'est bientôt le prix d'achat des murs qui demandent pour juste avoir le droit de payer le loyer.
il y a quand même des petites choses comme ça. Voilà, gardez votre local vide, les gars. Hein. Tu veux qu'on vous dise. Mais du coup, j'ai dit, je préfère rester simple, sans me prendre la tête, me mettre la corde autour du cou en disant est-ce que ça a marché, ça a pas marché, et puis me tuer au travail. À un moment, j'ai eu envie de me tuer par plaisir, mais pas au travail. Ça, je peux complètement l'entendre. Et du coup, toi, tu te vois où dans 5 ou 10 ans? À la retraite. Forcément. Ah, mais moi, je pense que je fais partie de ces gens qui ne seront jamais à la retraite. On sera toujours en activité, toujours à faire des choses. Mais c'est vrai que je me vois plus sur de la gestion, gérer mes différentes affaires. Là, j'ai aussi un autre projet dans le sud. J'avais un projet là justement en Martinique parce que je vais régulièrement, enfin tous les ans, je vais en Martinique parce que j'ai mes petits points d'attache là-bas. Donc j'ai plein d'idées. Après, on verra qu'est-ce qui aboutit parce que entre le moment où on a l'idée et puis que les projets aboutissent, on sait qu'il se passe un petit peu de temps. Puis là, on est sur les débuts de la boutique de CBD. Ça fait quelques mois qu'on a ouvert, donc faut déjà stabiliser ça. J'ai également pris un gros local, donc la boutique de CBD, c'est la devanture, mais j'ai des projets pour derrière, peut-être sur du speakeasy, peut-être sur de la torréfaction, de voir aussi comment ça suit, parce qu'on sait que les banques sont un peu frileuses à l'heure actuelle sur les prêts pour les métiers de bouche. Donc, puis comme je dis, l'idée c'est pas de prendre des risques inconsidérés. On ne sait pas de quoi demain sera fait, surtout à l'heure actuelle. Pour l'instant, les activités repartent bien. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va encore nous pondre des trucs abracadabrantesques? Je parle de macroniste aussi, tu vois. Et donc voilà, faut toujours, j'avance pas à pas et puis on verra de quoi demain sera fait. Okay. Et puis là, on a nos petits projets, de ma web série Les Fabuleuses Pépites de Joanie, donc qui va pas tarder à sortir. Donc ça prend un peu de temps aussi, d'aller faire les reportages, de faire les montages. Puis j'ai un niveau d'exigence aussi qui est assez élevé, donc forcément. C'est censé sortir quand? Pour avant-hier. Ok, normal. Alors c'était juste pour savoir si j'aurai le temps d'ici là de mettre, s'il sera sorti d'ici que je fasse le podcast, que le podcast soit monté, que je puisse mettre le lien dans le descriptif du podcast. Écoute, on va essayer de finaliser notre premier numéro au plus vite. Et puis après, on retrouvera d'autres numéros justement sur des copains comme Marc Bonneton que t'as cité avec Cocorico. En fait, c'est aussi ça le monde du bar, c'est que c'est une grande famille, donc forcément, quand on est dans cet état d'esprit, on se retrouve un peu tous liés, et tous dans la même direction. Il y a une belle phrase comme ça qui disait « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Exactement, et ça reste toujours aussi vrai. L'interview touche à sa fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que l'interview se termine? Attends, je veux bien avoir une petite blague à te sortir. Ah, tu m'as pris au dépourvu, là. Comment ça, j'ai pas de conneries à sortir? Écoute, rien de spécial, en fait, hein. Merci Ben pour cette belle interview. Je t'en prie. C'était sympa, on a partagé un bon moment, on a bien rigolé. Ouais, c'était très sympa. J'espère que tu vas couper des choses au montage parce que j'ai dit des conneries quand même. Mais... Je coupe rien du tout. Non, par contre, j'ai juste une dernière question. Si je devais avoir un prochain invité dans le podcast, tu aimerais que ce soit qui? Clara Morgan. Alors, un invité qui a trait au monde du bar et des spiritueux. Pardon, j'aurais dû préciser. Elle fait pas des doubles checks, Clara? Je crois pas qu'elle fasse de double check. Il y en a un paquet. Moi, je te conseillerais peut-être d'aller dans le coin, voir les liqueurs Granier, où j'en entends le plus grand bien. On a aussi les brasseurs savoyards qui ont encore chopé des médailles. On a la brasserie Décime par ici qui est pas mal. On a les vermouths d'Olin, le vermouth historique de Chambéry. On peut dire quand même qu'on a un terroir local qui est assez riche avec des belles personnes et des bons produits. En effet, il y en a déjà un ou deux qui font partie de ma shortlist à contacter pour les prochains podcasts. Donc ça devrait venir. En tous les cas, Joanie, je te remercie pour ton temps et pour cette interview. Merci Ben. Je t'en prie. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. C'est ainsi que se termine mon interview avec Joanie. Vous souhaitez en savoir plus sur lui et ses activités? Retrouvez tous les liens dans le descriptif de l'épisode. En attendant, on lui dit merde pour les meufs à venir et on le retrouvera très bientôt pour d'autres activités. Soyez-en sûrs. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Finn. Vous pouvez retrouver Finn sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et partager autour de vous. Et si vous souhaitez parler de votre projet, de votre bar ou de votre marque, contactez-moi sur benoît@finspiritueux.com. Merci à tous.